Bien, bonjour, merci Thierry de m'avoir proposé de faire ce topo. Alors on parlera de notions de 2018, mais vous verrez qu'on reparlera aussi de notions beaucoup plus anciennes. Et en relisant les papiers, comme d'habitude, on peut apprendre beaucoup de choses et on a beaucoup décrit tout ce qu'on croit avoir découvert récemment. Alors si on repart du début, vous avez votre neurone moteur, l'axone. Donc si on est sur une fibre de gros calibre, vous avez ici les gaines de myéline et vous savez qu'il y a des espacements de ces gaines de myéline qui sont les nœuds de Ranvier. Au niveau de ces nœuds de Ranvier, c'est uniquement à cet endroit-là qu'il y a la dépolarisation et c'est ce qui permet d'avoir une conduction nerveuse saltatoire et donc d'avoir une conduction qui va être beaucoup plus rapide que sur les fibres qui ne sont pas myélinisées. Quand l'électromyographiste dit dans sa conclusion qu'il y a une neuropathie démyélinisante, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un allongement des latences distales, des ralentissements des vitesses de conduction, un allongement de la durée du PGAM. Il peut voir aussi des blocs de conduction. Si on reprend notre schéma, c'est ce que vous voyez ici. Donc on a de la myéline qui est de mauvaise qualité. On peut avoir une remyélinisation avec une myéline qui va être beaucoup moins isolante. Et puis on va avoir un raccourcissement de l'interneux, ce qui fait que la conduction va se faire de manière beaucoup plus lente, et ça va nous expliquer les troubles de conduction. Les blocs de conduction, ça serait plutôt une démyélinisation très focale, comme je vous ai mis ici, ce qui fait qu'on n'a plus ce saut, et donc on a un blocage de la conduction, et le bloc de conduction qui est cette fois-ci d'origine démyélinisante. Si on parle de neuropathie axonale, c'est uniquement une diminution des amplitudes, sensitive ou motrice, et généralement le modèle, c'est le modèle d'axonopathie par Diehenbach dans la neuropathie diabétique, dans la neuropathie alcoolique ou neuropathie toxique, et vous avez donc finalement ici cette dégénérescence de l'axone. On va avoir une perte d'axone, une perte d'unité motrice et ces diminutions d'amplitude. Donc on avait nos théories qui étaient bien calées, neuropathie démyélinisante, par atteinte de la myéline, neuropathie axonale. Et puis, c'était une des théories qui n'était pas satisfaisante dans tous les cas. Et je vous recommande de relire cet article qui est le premier qui va rapporter comme quoi il existe des Guillain-Barré axonaux. À l'époque, c'était injurieux pratiquement de dire ça, et si vous relisez cet article, vous voyez qu'il y a plein de circonvolutions pour dire excusez-nous, on est vraiment désolé de dire que c'est axonal, mais on a vraiment vu des choses qui sont axonales. C'était 5 patients qui étaient très sévères, qui avaient des nerfs qui étaient inexcitables, un cas d'autopsie, et qu'est-ce qu'on voit? Au niveau des racines ventrales, on a des anomalies axonales avec des boules de dégénérescence axonale, une diminution du nombre de fibres, et ici vous voyez c'est sur un nerf fibulaire superficiel avec une perte en fibres myélinisées et en fibres de petit calibre, sans aucune lésion de démyélinisation, sans inflammation non plus. Alors, on était embêté parce que donc il fallait accepter de par les autopsies qu'il y avait des formes axonales, mais de dire que des Guillain-Barré étaient primitivement une atteinte de l'axone, ça n'allait pas nous expliquer comment on pouvait avoir un déficit moteur qui apparaissait en quelques jours, voire en quelques heures, comment on pouvait être déficitaire sans avoir d'amyotrophie, ça ne collait pas du tout avec le phénomène de Diehenbach que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on s'est dit, bien finalement, il doit y avoir des Guillain-Barré classiques qui sont les AIDP, c'est ce que vous voyez ici, avec une atteinte primitive de la myéline, et des Guillain-Barré axonaux qui seraient dus pas à une atteinte de l'axone avec une dégénérescence de l'axone, mais une atteinte au niveau du nœud de Ranvier ou au niveau du segment initial ou au niveau très distal. Et donc ces AMAN, ces Guillain-Barré axonaux, seraient des nodopathies. Alors la théorie, c'est que vous avez ici le nœud de Ranvier, donc en rouge vous avez des canaux sodiques, le paranœud avec en vert c'est la protéine Casper, ici on est au niveau du juxtaparanœud et c'est là qu'on a les canaux potassiques. On a des anticorps anti-GM1, vous connaissez la théorie du mimétisme moléculaire entre le Campylobacter jejuni dans les fermes en Chine, la diarrhée, la production d'anticorps anti-GM1, activation de compléments, destruction ou désorganisation du nœud de Ranvier qui font qu'il y a des problèmes de conduction. Un modèle animal, la théorie est parfaite, ça a été publié par Suzuki en 2007. Vous voyez donc
Donc là, on est sur des lapins et on est en autopsie sur des racines ventrales. Là, ce sont les canaux sodiques, là, c'est Casper. Là, vous voyez, donc on a le nœud en proprement dit qui est rouge, c'est là où il y a les canaux sodiques, le paranœud qui est vert. Il n'y a pas de dépôt de complexe d'attaque membranaire, pas de dépôt de complément, et là, ce sont les canaux potassiques, vous voyez, qui sont très ségrégés par rapport aux canaux sodiques. Et puis donc dans leur lapin, donc le modèle de lapin Hamann, c'est une injection de gangliosides, une injection de GM1, et le lapin, 2-3 semaines après, va présenter une paralysie et il va avoir des anticorps anti-GM1 d'isotype IgG. Vous avez des formes sévères et des formes moins sévères. Dans les formes moins sévères, vous avez le nœud de Ranvier qui a toujours une organisation normale, mais il y a des dépôts de complexes d'attaque membranaire, des dépôts de compléments. Mais vous avez toujours les canaux sodiques, les canaux potassiques. Dans les cas sévères, cette fois-ci, eh bien, vous avez des dépôts d'attaque membranaire qui sont très importants. On ne voit plus les canaux sodiques, on ne voit plus les Casper, on ne voit plus les canaux potassiques, il n'y a plus que des dépôts de compléments. Et donc vous avez un nœud de Ranvier qui est complètement désorganisé, qui ne fonctionne plus. Si votre nœud de Ranvier ne fonctionne plus, donc à ce niveau-là, il suffit de quelque chose qui est très local, vous allez avoir une perte de transmission de la conduction ou une hyperpolarisation, et donc l'influx va être bloqué, et on va avoir un bloc de conduction. Un bloc de conduction qui cette fois-ci sera axonal et pas myélénique. Alors comment vont se traduire en électromyographique ces blocs de conduction? Vous avez 3 possibilités. Soit le bloc de conduction est en aval de votre stimulation la plus distale. C'est ce qu'on va avoir ici. Vous allez avoir uniquement une diminution des amplitudes. Avec le temps, soit il y a une dégénérescence axonale, soit le bloc va être levé et il va y avoir une réapparition, une réaugmentation de l'amplitude. Soit les blocs de conduction sont dans les segments intermédiaires, et donc vous avez une amplitude normale en distale, et là vous avez de véritables blocs de conduction. Soit les blocs de conduction sont très proximaux, en aval par exemple du point d'herbe ou en aval du creux poplité, et là on va avoir une disparition des ondes F, et ces ondes F vont pouvoir réapparaître à distance. Donc le dysfonctionnement nodal fait qu'on a un bloc de conduction qui va se traduire soit par des diminutions d'amplitude motrice distale, soit par des absences d'ondes F, soit par des blocs de conduction qu'on va pouvoir enregistrer. Et l'évolution, et là c'est l'intérêt du deuxième électromyogramme dans le Guillain-Barré, ce sera soit quelque chose de transitoire, et c'est les reversible conduction failure, et avec une amélioration clinique et électrophysiologique, soit vous allez avoir une dégénérescence axonale secondaire, et là on va avoir une diminution des amplitudes qui cette fois-ci sera due à une perte d'axone et qui aura un mauvais pronostic. Alors si on regarde d'un petit peu plus près encore le nœud de Ranvier, donc vous avez ici le nœud et là le paranœud, et vraiment l'objectif du paranœud c'est de faire une barrière étanche entre le nœud où il y a les canaux sodiques et le juxtaparanœud où il y a les canaux potassiques. Donc il y a plusieurs structures protéiques qui vont s'enchevêtrer pour qu'il y ait cette barrière étanche entre les deux structures, et ces structures vont relier, ici vous avez la cellule de Schwann et ici l'axone. Et donc, il a été décrit des anticorps dirigés contre ces protéines du paranœud, la neurofacine 155, la contactine 1, Casper 1, et l'année dernière, on avait décrit des anticorps antineurofacine 186, qui eux sont au niveau du nœud de Ranvier. Et donc, vous savez que ces anticorps, on les trouve dans des polyradiculonévrites chroniques, cette fois-ci. D'où la question et de se dire il existe des polyradiculonévrites chroniques qui seraient dues à des anticorps anti-nœud de Ranvier. Comment va être l'électromyogramme? Vous pourriez me dire c'est des polyradiculonévrites chroniques, donc ça va être déminimisant, mais avec ce qu'on a vu au niveau de la manne, on pourrait s'attendre à n'avoir que des diminutions d'amplitude et des blocs de conduction avec quelque chose de très pur, une amane chronique. Alors pour répondre à cette question, on a vraiment sélectionné donc, des patients qui avaient été diagnostiqués à Marseille, donc c'est des patients où nous avons envoyé les sérums. Donc on avait 17 patients qui avaient des anticorps anti-nœud de Ranvier, 13 avec des anticorps antineurofacine 155 et 5 anticontactines. C'était uniquement l'isotype IgG4. Donc
merci à tous ceux qui nous ont renvoyé les électromyogrammes, les données cliniques pour qu'on puisse faire cette étude. Et on les a comparés à 40 patients du service, 40 patients consécutifs qui étaient négatifs pour ces anticorps et qui étaient des formes assez classiques, qui respectaient très bien les critères EFNS-PNS. Je vais vous montrer d'abord, alors d'un point de vue clinique, ça correspond à ce qui a déjà été décrit, c'est-à-dire que les patients avec les anticorps anticontactines ou neurofacines ont un début volontiers subaigu, sont très souvent avec une ataxie proprioceptive, ont un tremblement d'attitude et généralement répondent mal aux immunoglobulines intraveineuses. Vous voyez un succès dans 31% des cas comparé à 82% dans les PIDC classiques, ça c'est plus les chiffres normaux. D'un point de vue électrophysiologique, je vais d'abord vous montrer un patient du service qui a des anticorps anticontactines. C'est une forme très sévère avec un début subaigu, un patient qui s'est retrouvé grabataire dans un lit. Alors au membre inférieur, aucun potentiel enregistrable en sensitif ou en moteur, donc je vous ai mis que les paramètres moteurs au membre supérieur. Alors ça commence bien, vous voyez qu'on a finalement une diminution des amplitudes sur tous les nerfs explorés, et on a bien un bloc de conduction. Donc ça serait ce qu'on pourrait voir dans une AMAN. Mais si vous regardez les chiffres que je n'ai pas entourés, vous voyez que même si on a une diminution des amplitudes motrices distales, on a quand même des anomalies des conductions nerveuses qui sont très marquées, avec, vous voyez, des latences distales sur des nerfs ulnaires à 7,55, à 10 sur des nerfs médians, des vitesses à 18, des allongements des durées des PGAM, et ici une dispersion temporelle. Donc, normalement, une dispersion temporelle est une désynchronisation et ce serait plus myélinique que neudranvier. Donc ce patient, lui, avait une atteinte qui était franchement, entre guillemets, démyélinisante. Et si on regarde les 16 autres patients, eh bien les 16 autres patients sont à peu près pareils. C'est-à-dire que tous respectent haut la main tous les critères de démyélinisation. Et je vous ai mis, alors dans le livre, vous avez les tableaux avec toutes les données nerf par nerf, je vous ai mis les choses qui étaient les plus marquées. Vous voyez que la moyenne des latences distales sur les médians sont de 7, que les moyennes des latences distales sur les ulnaires sont de 5, les vitesses de conduction à l'avant-bras sur les médians sont de 33, 29 à la jambe pour un nerf fibulaire, des latences des ondes F allongées, 38 pour les ulnaires en moyenne, 67 sur les tibiaux, et que 10 sur 17 patients ont soit des blocs de conduction, soit des dispersions temporelles. C'est moitié-moitié. Généralement, les patients ont et des blocs et des dispersions temporelles. Je vous ai mis quelques exemples. Là, vous voyez la latence distale très allongée. Là, vous voyez là aussi la latence distale et l'allongement de la durée du PGAM. Donc finalement, ces 17 patients ont des neuropathies qui sont franchement démyélinisantes. Et si on les compare aux autres, à nos 40 autres patients, j'ai vraiment cherché de savoir s'il y avait des critères EMG qui allaient nous permettre de dire, bien à partir d'une latence distale sur un médian supérieur à 12, vous avez une très bonne sensibilité et spécificité de dire que ce patient a des anticorps. Rien ne marche. Vraiment, en moulinant tous les différents paramètres électrophysiologiques, on n'arrive pas à mettre des cut-offs qui nous permettent de dire c'est démyélinisant, mais ce paramètre est plus en faveur d'une atteinte avec des anticorps que sans anticorps. Donc vraiment, ce n'est pas sur l'électromyogramme qu'on va pouvoir faire la différence. Alors comment expliquer que finalement ces atteintes théoriques nodales donnent des signes de démyélinisation? Il faut revenir à l'anapathe et revenir aux biopsies. Alors généralement, en microscopie optique, on a des gaines de myéline fine et il n'y a pas de bulbe d'oignon. Je n'ai pas encore vu décrit de bulbe d'oignon dans les biopsies de ces patients. Pour avoir des lésions caractéristiques, il faut être très entraîné et faire de la microscopie électronique. Il y a deux bons papiers, celui de Koike et celui de Jean-Michel Vallat, qui montrent de très belles images. Donc ici, vous avez un nœud de Ranvier. Donc, vous avez le nœud qui est à ce niveau-là, et ici, vous voyez les gaines de myéline. Donc ici, on est au niveau du paranœud. Donc il y a le paranœud qui est là, et ici, vous avez des boucles paranodales, des boucles de myéline. Et normalement, ces boucles sont collées. Vous voyez ici qu'il y a un décollement qu'on va retrouver ici. Normalement, sur un nerf normal, ou généralement dans d'autres PIDC, vous avez à ce niveau-là une petite zone grise qui est justement ces zones d'attachement de protéines. Et donc ça, ce sont les jonctions, c'est les jonctions septées des boucles myéliniques paranodales.
Et donc on a une disparition de ces jonctions septées et on a un décollement de ce parane. Décollement qui va faire qu'on va avoir un allongement du nœud. Et vous voyez cette image avec un nœud de Ranvier qui est très très allongé, puisque vous voyez tout ça, c'est ce qui est le nœud, et là à ce niveau-là on a la myéline. Donc si on revient à notre schéma de tout à l'heure, on a bien notre gaine de myéline la myéline compacte qui serait intègre, et par contre on a un allongement du nœud de Ranvier. Si vous allongez le nœud ou si vous raccourcissez l'internœud, c'est un petit peu la même chose, il va y avoir des problèmes de conduction et donc vous allez avoir des anomalies de vos paramètres de conduction, ce qu'on appelle démyélinisants. Donc c'est pour ça que dans ces PIDC avec anticorps, on a des lésions, des troubles de conduction qui peuvent faire penser à une maladie démyélinisante. Alors, tout semble beau, on va revenir à la manne. Et on va revenir au lapin. Donc ce modèle qui était si pur avec ses lésions axonales, ses blocs de conduction. Si vous regardez, alors dans l'article initial de Suzuki, il n'y avait pas d'électrophysiologie, mais il y avait des très belles photos de microscopie électronique. Ici, vous avez un nœud de Ranvier et on a bien un élargissement du nœud de Ranvier. Et si on regarde ici, on a un décollement des boucles paranodales. Donc finalement, on va retrouver des lésions qui vont être les mêmes dans la manne que celles qu'on va retrouver dans ces PIDC avec anticorps anti-nœud de Ranvier. Et c'est pour ça que finalement, dans les amanes, vous avez les formes pures, on a bien les diminutions d'amplitude, les blocs de conduction, mais on peut trouver des signes de démyélinisation si on s'en tient uniquement à ces théories en regardant les biopsies. Et pour preuve, je voudrais vous présenter juste 2 études rapidement. Une de Sigikuchi, qui était une cohorte de Guillain-Barré, italienne et japonaise. Chez eux, il y avait une très bonne corrélation entre présence d'anticorps anti-GM1 et EMG dit axonal. Vous voyez que c'était 69%. Alors 69%, c'est pas 100%, hein, on devrait normalement avoir 100%. Et la pire, c'est la dernière étude coordonnée par Peter Vandenberg. On y a participé, il y avait plusieurs centres français, anglais, donc les Belges. Et bien là, c'était assez catastrophique parce que finalement, on n'a pas vraiment pu faire de corrélation nette entre la présence d'anticorps anti-GM1 et un EMG qui serait particulièrement axonal ou particulièrement démyélinisant. Donc, à mon avis, tous les profils ENMG sont théoriquement possibles dans une amane si on s'en tient aux lésions anatomopathologiques. En conclusion, je pense que ça fait des années qu'on le dit, mais il faudrait qu'on le fasse. C'est-à-dire que quand vous faites de l'électromyogramme, on fait de l'électrophysiologie, on a des données fonctionnelles et c'est très important. Quand on fait de l'anatomopathologie, on a des données architecturales et c'est très important. Et il faut peut-être qu'on arrête de mélanger les genres. Et ce que je vous proposerai finalement, c'est de ne plus dire que la neuropathie elle est axonale ou démyélinisante uniquement sur votre électromyogramme, mais finalement de différencier des neuropathies avec anomalie de la conduction nerveuse. Et quand on a des anomalies franches de la conduction nerveuse, il peut s'agir d'atteinte primitive de la myéline ou du nœud de Ranvier. Et vous avez vu que, en tout cas dans notre étude, on n'arrive pas à faire la différence sur l'électromyogramme. Et après, on a des neuropathies, alors là c'est encore plus compliqué, où on n'a qu'une diminution isolée des amplitudes distales. Soit c'est un phénomène primitivement axonal dégénératif par Daimbach, soit ça peut être une perte axonale secondaire. Et là, pour dire qu'il y a une perte axonale secondaire, si vous êtes dans le cadre d'un Guillain-Barré, on aura besoin d'un 2e électromyogramme, ou alors il faut que ce soit corrélé à votre clinique. C'est sûr que s'il y a une amyotrophie nette et une diminution de l'amplitude, on peut dire qu'il y a une perte axonale, mais on sait aussi que ça peut correspondre à des blocs de conduction distaux. Donc retenir finalement à l'électromyogramme, neuropathie avec anomalie de la conduction nerveuse et neuropathie avec diminution isolée des amplitudes distales. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions assez rapides aussi? Un tout petit peu de retard. Quel est le délai que tu prends entre
l'électromyogramme où tu vois une diminution d'amplitude distale, où tu soupçonnes un bloc distal, et le suivant pour voir si ça se lève. Je pense que 15 jours, 3 semaines. Ouais, 15 jours, c'est ça. 15 jours, ouais. C'est bien. Bon. Oui, juste une petite précision sur le concept de reversible conduction failure. Notre collègue malaise, la Martina, et je ne trouve jamais le nom, a montré aussi que c'était possible de l'avoir sur des fibres sensitives dans le syndrome de Miller-Fisher. Donc ça, il faut aussi peut-être l'intégrer dans les derniers critères d'une CINI du Guillain-Barré, parce qu'il y a des milliers maintenant de critères pour savoir si c'est axonal ou déminisant, il met bien les reversible conduction failure sensitives aussi. Le fameux Unchini. Bon, on arrête. Merci beaucoup.